Les gens me demandent toujours pourquoi je cours si tôt le matin. Honnêtement, je ne sais plus vraiment. Peut-être le silence avant le réveil du monde, ou peut-être parce que mon chien Buzo, un Golden Cocker Spaniel, refuse de me laisser dormir après 6 heures. Ce matin-là commença comme n'importe quel jogging d'hiver, sauf pour le brouillard. Ce n'était pas la brume légère habituelle qu'on traverse du regard. Ce brouillard était épais, si dense que je ne voyais pas à plus d'1 mètre devant moi. Il avalait le sentier, les arbres, même les champs de maïs qui s'étendaient à perte de vue aux abords de la ville. Tout au-delà de ma portée semblait effacé. Mais Buzo s'en moquait bien. Sa queue remuait follement. Ses oreilles pendantes bondissaient, tandis qu'il trottait près de moi, reniflant parfois le sol givré. J'ai resserré ma capuche autour de mon cou. « Allez, Buzo, on fait l'aller-retour. Un tour rapide, puis le petit déjeuner. » L'air froid me piquait les poumons à chaque respiration. Les seuls sons étaient nos pas et le léger tintement du collier de Buzo, jusqu'à ce qu'autre chose perce le silence. Un bruissement, ni le vent, ni un animal, quelque chose de plus lourd. Je me suis arrêté. Buzo a suivi. Le brouillard nous enveloppait comme un rideau, étouffant tout. Je fixais les champs de maïs, juste une masse de tiges floues et d'ombre. Sûrement un cerf, ai-je marmonné, pour me rassurer plus qu'autre chose. On a continué, mais l'angoisse me collait comme la brume sur ma peau. Puis, je l'ai entendu à nouveau. Un autre bruissement, plus bas cette fois. Le corps de Buzo s'est raidi. Ses oreilles se sont dressées et un grognement sourd est sorti de sa gorge. Je l'avais entendu aboyer, gémir, hurler, mais rarement grogner ainsi. C'était le son qu'il faisait uniquement quand il sentait un vrai danger. Hé, mon pote, allez. J'ai tiré doucement sur sa laisse. On rentre. Le brouillard s'épaissit. Mais avant de faire un pas, Buzo s'est tendu, puis a bondi. Il m'a arraché la laisse des mains et a plongé dans le maïs, disparaissant dans la brume en secondes. « Buzo !» Ma voix a résonné dans le néant gris. « Buzo, reviens !» La panique m'a envahi comme un coup de poing dans la poitrine. J'ai sprinté après lui, traversant les tiges glacées, des feuilles mouillées claquant contre mon visage. Le brouillard rendait tout désorientant. Je ne savais plus à quelle distance j'étais, ni où se trouvait le chemin. Puis, j'ai entendu Buzo aboyer. Furieux, rapide, frénétique. Il n'avait jamais aboyé comme ça de sa vie. Je me suis forcé à m'enfoncer dans le maïs, les branches éraflant mes bras. Ma respiration était forte, trop forte. Chaque autre son semblait avalé par le brouillard. Les aboiements devenaient plus forts. Soudain, un cri glaçant d'homme les a couverts. Mon cœur s'est noué dans ma gorge. « Buzo, où es-tu » J'ai percé un dernier mur de tiges et déboulé dans une clairière boueuse aux tiges brisées, et ils étaient là. Buzo se tenait planté devant un homme recroquevillé au sol. Mon chien montrait les crocs, poils hérissés, son corps tremblant de rage. L'homme recula en rampant, le visage pâle et les yeux hagards. Sa main droite dégoulinait de sang. Un couteau rouillé gisait à quelques mètres, projeté dans la boue. « C'est quoi ce bordel ?» chuchotai-je. L'homme leva les yeux vers moi, le regard affolé. « Rappelle ton chien, mec, fais-le reculer. Il a essayé de me tuer. »« C'est un chien, » dis-je. Il n'attaque pas sans raison. Mais même en le disant, je savais la vérité. Il n'a pas attaqué. Il a protégé. Je m'approchai et l'homme sursauta, serrant sa main ensanglantée contre sa poitrine. « Éloigne ton chien de moi !» cria-t-il. « Buzz !» dis-je fermement. « Viens ici. » Mais Buzo ne bougea pas. Son corps entier était fixé sur l'homme avec une concentration laser. Son grognement s'intensifia. J'ai suivi son regard, et c'est là que je l'ai vu. Une corde épaisse, à moitié enfouie sous les feuilles, avec un sac à dos déchiré. Des empreintes encerclant la clairière, des postes d'attente. Ce n'était pas un randonneur. Cet homme se cachait, rôdait, attendant peut-être quelqu'un comme moi. Tout s'éclaircit d'un coup. Le bruissement, la réaction de Buzo, le couteau. Il n'avait pas été attaqué. Buzo l'avait arrêté. L'expression de l'homme changea dès qu'il comprit que je comprenais. Sa panique s'estompa, laissant place à quelque chose de plus froid, calculateur. Il se jeta sur le couteau, mais Buzo le devança, bondissant avec un grognement.
L'homme recula brusquement, glissant dans la boue. Les dents de Buzo se refermèrent encore sur son poignet. Le cri qui sortit de lui fut pire cette fois, brut et étranglé. J'ai couru, attrapé le collier de Buzo, le tirant en arrière. L'homme se releva et fila dans le brouillard, disparaissant si vite comme avalé tout entier. Je tenais Buzo fermement alors qu'il tremblait d'adrénaline. Bon chien, ça va aller. Tu as été super. Mes mains tremblaient sans contrôle. J'ai cherché mon téléphone et composé le 17. Quand l'opérateur a répondu, les mots ont jailli de ma bouche. Il y a un homme. Il avait un couteau, mon chien. Il y a du sang. Envoyez quelqu'un, s'il vous plaît. La police est arrivée en minutes. Brouillard si épais que je les ai entendus avant de les voir. Ils ont fouillé le champ de maïs et trouvé le couteau, la traînée de sang, la corde. Pas l'homme, il s'était échappé. Mais plus tard, on m'a dit qu'il avait été signalé plusieurs fois rôdant près des sentiers de jogging, ciblant les coureurs matinaux. Il se cachait là pour voler quelqu'un, a dit l'officier. Si ton chien ne l'avait pas poursuivi, tu serais passé juste devant sa cachette. J'ai regardé Buzo, assis entre mes pieds, haletant et remuant la queue comme si tout ça était normal. Ce matin-là, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. J'étais passé devant cet endroit chaque jour. Quelqu'un m'observait sûrement, étudiant ma routine, attendant le brouillard ou un matin où je serais seul. Je n'ai pas bien dormi pendant des semaines après ça. Chaque bruit, chaque ombre, chaque matin brumeux me donnait la chair de poule. Mais Buzo, lui, dormait blotti contre ma poitrine chaque nuit, chaud et doux, comme s'il me protégeait, même dans mes rêves. On dit parfois que les animaux sentent des choses que nous ne pouvons pas. Ce matin-là, j'ai compris qu'ils avaient raison. Je croyais promener mon chien pour faire de l'exercice. En fait, c'est lui qui me promenait pour me protéger. Mon thérapeute dit qu'écrire ceci pourrait m'aider à retrouver le sommeil. Je ne sais pas si ça marchera, mais me voilà. Si vous lisez ceci, comprenez bien, je n'exagère rien. J'ai 29 ans, et ce qui m'est arrivé lors de ma promenade au lever du soleil il y a 2 mois a changé ma façon de voir les gens. Je marche sur le même sentier chaque jour avant le travail. Il contourne un lac, puis traverse un bout de forêt avant de s'ouvrir sur une clairière herbeuse. Ce matin-là, le ciel était d'un rose doux, l'air assez froid pour me piquer le nez. Je venais de passer le virage près des vieux bancs de pique-nique quand j'ai entendu des branches craquer. J'ai fixé la direction d'où venait le bruit. Les premières secondes, je n'ai rien vu. Puis, lentement et silencieusement, une femme est sortie en titubant des bois. Elle était pieds nus, couverte de terre, le visage meurtri, les cheveux emmêlés de feuilles. Elle tremblait si fort que j'entendais ses dents claquer et son regard montrait une terreur sauvage. Sa voix s'est brisée quand elle a murmuré « S'il te plaît, il va me tuer ». Au secours. J'ai gardé ma voix calme, ou j'ai essayé. Quelque chose me disait de ne pas paniquer, pas devant elle. J'ai glissé ma main dans la poche de mon sweat et appuyé sur le bouton de mon téléphone. Je ne l'ai pas sorti, je n'ai pas regardé. J'ai composé le 911 de mémoire et l'ai gardé caché, laissant l'opérateur écouter. « Ça va aller », ai-je murmuré à la femme, tendant la main lentement comme vers un animal blessé. « Tu es en sécurité avec moi. Respire. » Mais elle m'a agrippé fort, ses doigts s'enfonçant dans mes bras jusqu'à me faire grimacer. Elle regardait sans cesse derrière elle vers les arbres, comme si quelque chose la traquait derrière chaque tronc. J'ai laissé mon sac là-bas. Il contient toutes mes affaires, mais j'ai peur d'y retourner seule, a-t-elle chuchoté. Sa peur était si réelle qu'on pouvait s'y étouffer. J'ai parlé doucement pour la calmer, mais en vérité, j'étais terrifié. Ma main tremblait dans ma poche, agrippant le téléphone, priant que le 911 comprenne que je ne pouvais pas parler. Puis, j'ai entendu un mouvement soudain. Ça venait des bois, des pas lents et délibérés, comme quelqu'un qui pousse à travers les buissons et s'approche. Les ongles de la femme s'enfonçaient plus profondément dans ma peau. Tout son corps s'est raidi. Un homme grand est apparu entre les arbres. Il tenait une pelle, pas très propre. La lame était couverte de terre fraîche. Il n'a pas dit un mot, nous fixant avec cette expression vide, illisible. Ni en colère, ni surpris, presque patient.
La femme s'est aussitôt cachée derrière moi comme un enfant fuyant un monstre. Ses sanglots étaient si forts que je les sentais secouer mon dos. « S'il te plaît, ne le laisse pas m'emmener », a-t-elle pleuré. Je restais là, figé entre eux, le cœur battant si fort qu'il couvrait le chant des oiseaux. Les yeux de l'homme ont glissé d'elle à moi, puis de nouveau vers elle. Et puis, sans un mot, il s'est retourné et a disparu dans les bois, derrière les arbres. Je ne comprenais pas. Pourquoi partir? Pourquoi s'éloigner si calmement? Mon téléphone a vibré dans ma poche, me faisant presque sursauter. J'ai baissé les yeux. Un SMS silencieux du 911. Unité en approche. Restez où vous êtes. La femme s'accrochait encore à moi comme si elle allait s'effondrer. Je n'arrêtais pas de chuchoter. Tout va bien, les secours arrivent. Restez avec moi. Même si mes propres jambes tremblaient. Quelques minutes plus tard, bien que cela semblait durer des heures, des agents sont apparus à l'entrée du sentier. Ils ne couraient pas, ils approchaient lentement, prudemment, les mains près de leurs étuis. 2 d'entre eux sont passés devant moi vers les bois. En quelques secondes, l'un d'eux a crié. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont trouvé, mais j'ai entendu des mots comme terre fraîche, corde à moitié creusée et empreinte. Les autres sont restés avec moi, et la femme. J'expliquais tout, comment elle avait surgi, ce qu'elle avait dit, ce que l'homme avait fait. J'attendais de la compassion, du réconfort. Au lieu de cela, l'un des agents fixait la femme avec une expression perplexe, presque troublée. Puis il m'a posé une question qui n'avait aucun sens à ce moment-là. « Madame, vous a-t-elle demandé qui vous aviez appelé ?» J'ai cligné des yeux. « Quoi? Elle t'a demandé si tu avais un téléphone ou t'a demandé d'appeler quelqu'un ?» J'ai repassé ce moment dans ma tête. Les tremblements, les supplications, sa main agrippant mon bras. « Non, » ai-je répondu lentement. Elle n'a jamais rien demandé à propos d'un téléphone. L'officier a hoché la tête, comme si cela confirmait quelque chose. Il s'est approché, la voix basse. Les victimes qui fuient pour leur vie demandent généralement de l'aide, un téléphone, si la police a été appelée. J'ai froncé les sourcils, confus, mais avant que je puisse répondre, il a discrètement désigné la femme. Elle ne tremblait plus. Plus de secousses, plus de larmes, juste immobile, me fixant du regard. Sa posture avait complètement changé. Aucune peur, aucun désespoir. Son visage, bien que meurtri, était maintenant étrangement neutre, presque calculateur. L'officier s'est penché encore plus près, murmurant à peine. « Elle ne fuyait pas, cet homme. De quoi parlez-vous » L'officier a fait un signe vers les arbres où l'homme avait disparu. Il n'est pas parti parce qu'il avait peur. Il est revenu parce qu'elle ne faisait pas son travail. Je l'ai regardé, horrifié. Quel travail! Il m'a fixé droit dans les yeux, la mâchoire serrée, pour attirer des victimes dans les bois. Mon corps entier s'est engourdi. Le monde autour de moi s'est assourdi, comme si on m'avait mis du coton dans les oreilles. Je me suis tourné vers la femme, lentement, terrifié par ce que j'allais voir. Elle n'a pas détourné le regard. Ses yeux, auparavant écarquillés de peur, étaient vides maintenant, froids, calculateurs, comme si elle évaluait ses chances d'avoir une autre opportunité. Un des policiers m'a doucement tiré derrière lui. Un autre a menotté la femme qui me fixait sans ciller. Et c'était fini. Le moment où j'ai réalisé que tout ce que je croyais était faux. Où j'ai compris combien j'étais prêt d'entrer dans ces bois avec elle quand elle a mentionné son sac. Comment j'aurais pu finir dans cette tombe à moitié creusée? La femme a été arrêtée par la police. Mais l'homme n'a toujours pas été retrouvé. Je me promène encore. Mais jamais tôt le matin. Jamais près des bois, et jamais, au grand jamais, seul. Je fais toujours des promenades matinales à Riverside Park. Rien ne semblait bizarre ce jour-là, jusqu'à ce que je vois cette femme d'apparence sans abri qui passait avec un petit garçon de 4 ou 5 ans. La femme s'est penchée et a chuchoté « Attends-moi sur ce banc. Maman reviendra avec de la barbe à papa. » Ça semblait normal, même gentil, mais quelque chose chez elle me dérangeait. J'ai secoué la tête, ignoré cette impression et continué mon jogging. Environ 20 minutes plus tard, mon parcours m'a ramené vers ce même banc, et le garçon était toujours assis là, tout seul. Ses jambes pendaient du siège, battant dans le vide. Il comptait doucement. 1, 2, 3, avec ses petits doigts.
touchant chaque bout potelé comme s'il l'avait fait des milliers de fois. « Salut, petit. Qu'est-ce que tu fais ?» Maman m'a dit de compter jusqu'à 10 quand j'ai peur, mais maman n'est toujours pas revenue. Il a regardé autour de lui, les yeux mouillés, puis m'a fixé. « Je dois continuer à compter ?» Quelque chose s'est noué en moi. Qui laisse un enfant si jeune seul aussi longtemps? Avant que je puisse dire quoi que ce soit, une voix dure fendit l'air. « Hé, éloigne-toi de mon gamin !» Je me suis retourné. La même femme était là, avec une énorme barbe à papa rose, et un type à l'air dur, avec le crâne rasé. La femme s'avança vers moi d'un pas assuré. « Mêle-toi de tes affaires. » L'homme ricana. « Ouais, le héros. Va courir ailleurs. » La chaleur m'a envahi le visage, mais je me suis forcé à reculer. Je suis parti, la colère bourdonnant dans mes oreilles. Je me suis dit de ne plus jamais intervenir. Pas ma famille, pas mon problème, mais j'ai entendu une phrase qui m'a figé sur place. « Je peux plus le nourrir. File-moi juste l'argent. »« Relax, je t'ai dit que tu seras payé. Les acheteurs veulent un enfant de son âge. » Mon sang s'est glacé. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. L'homme lui tendit une liasse de billets. Elle la saisit sans même regarder le garçon. Le gamin s'est mis à pleurer aussitôt. « Maman, maman, s'il te plaît, ne pars pas. » Elle ne s'est même pas retournée. L'homme souleva l'enfant qui pleurait encore comme s'il portait des courses et se dirigea vers la sortie du parc. Je l'ai suivi car je ne pouvais pas simplement m'en aller. Une camionnette noire attendait au bord du trottoir, moteur en marche. J'ai saisi mon téléphone et composé le 911, chuchotant tout. L'échange, les pleurs, l'argent. Le standard m'a dit que des agents arrivaient, mais l'homme a mis l'enfant dans la camionnette et claqué la porte. La panique m'a envahi. Les flics n'arriveront pas à temps. L'homme se tenait près de la camionnette, adossé à la portière passager, parlant au téléphone. J'en ai un bon aujourd'hui. Je paierai un bon prix pour lui. Mes mains tremblaient. J'avais deux choix. Attendre la police en espérant ou prendre un risque pour sauver l'enfant. Avant que ma raison ne proteste, mes jambes bougeaient déjà. Je me suis faufilé derrière la camionnette et soulevé doucement la poignée et ouvert la porte. L'enfant était recroquevillé au sol, les joues baignées de larmes. Il m'a regardé avec ses grands yeux. « Où est maman ?» Chut, chuchotai-je en le prenant dans mes bras. « Hé, c'est quoi ça ?» Je me retournai à peine qu'un poing me frappa le visage. La douleur explosa dans ma mâchoire. Je reculai en titubant, protégeant le garçon de mon corps. L'homme me frappa à nouveau, cette fois dans les côtes, si fort que j'ai cru entendre un craquement. Je refusais toujours de lâcher prise. Il frappa encore, mais les gens autour avaient remarqué l'agitation. L'homme comprit la gravité de la situation et saisit le petit bras de l'enfant. Il poussa violemment l'enfant vers moi comme pour se venger. J'ai à peine retenu le gamin, m'effondrant sur le béton avec lui sur moi. Il s'accrochait à ma chemise, sanglotant. L'homme s'enfuit dans la camionnette avant que quiconque puisse l'arrêter. Les flics sont arrivés minutes plus tard. Il s'avéra que la femme était une toxicomane qui avait vendu son fils. L'homme faisait partie d'un réseau de trafic. Le gamin, Oliver, me tenait la main pendant tout le trajet jusqu'au poste. Il ne voulait pas lâcher. Au poste, quand les policiers l'interrogeaient, il refusait de s'asseoir ailleurs que sur mes genoux. Il s'essuyait les yeux avec ses petits poings. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait, il sursautait. « Ça va aller, mon grand », dis-je doucement. « Tu es en sécurité maintenant. Les agents vont s'occuper de toi. » Il ne bougea pas. Je me tournai vers la sortie et sentis quelque chose s'agripper à ma jambe. J'ai baissé les yeux. Oliver était là, tremblant, les joues striées de larmes. « Ne me laisse pas, s'il te plaît. Tout le monde me laisse. » Ces mots m'ont frappé plus fort que les coups du trafiquant. Je me suis agenouillé et l'ai pris dans mes bras. Il a enfoui son visage contre ma poitrine comme s'il me connaissait depuis toujours. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le dire. Peut-être l'instinct ou quelque chose de plus grand. « Je ne vais nulle part », ai-je chuchoté. 6 mois plus tard, Oliver est sur mon canapé en pyjama dinosaure, nous dessinant, sa petite main serrant un crayon vert avec concentration. Il entend mes pas, lève les yeux et m'offre son premier vrai sourire.
Le processus d'adoption est en cours. J'ai engagé un bon avocat et jusqu'à présent, tout semble positif pour nous. Papa, regarde, j'ai encore les larmes aux yeux chaque fois qu'il m'appelle ainsi. Je m'approche et ébouriffe ses boucles. Il glousse et continue de dessiner. Les gens me demandent pourquoi je l'adopte. Pourquoi j'assume cette responsabilité? Ils ne l'ont jamais entendu dire ces mots. Ils n'ont jamais senti ses petits bras s'accrocher à eux comme s'il tenait à sa vie. Il avait besoin de quelqu'un. Et franchement, je crois que moi aussi. Maintenant, quand on traverse ce même parc, il me tient la main si fort que je plaisante qu'il va couper ma circulation. Mais en vérité, je serre toujours un peu plus fort car personne ne me l'enlèvera jamais.